Bonjour. Pour terminer avec les Hollandais, un contemporain de Jan Steen, Peter de Hoek. Bon, vous connaissez tous Vermeer. Eh bien, on devrait connaître celui-ci tout autant si la postérité lui avait rendu justice. Vermeer et de Hoek exercent au même moment, un temps dans la même ville, à Delft, et se sont mutuellement influencés. Son truc à lui, c'est le carrelage, et une ouverture vers l'extérieur, ici vers une autre pièce. Cela vous permet de visualiser son talent en matière de perspective et de structure de l'espace. La lumière aussi, celle qui entre, celle qui filtre, celle qui éclaire ou se reflète. À première vue, deux personnes jouent aux cartes. Elles sont installées confortablement devant le feu d'une cheminée en marbre, dans un riche intérieur. La joueuse se tourne vers un homme élégant pour lui montrer ce qu'elle a en main. Elle est radieuse, et pour cause, elle n'a que des as en main. Un heureux hasard ou un jeu truqué? Je pencherai pour le second. Pourquoi? Regardez à l'arrière-plan. On y voit un couple enlacé. Ce genre de démonstration amoureuse ne se fait pas en public, sauf si on est dans une maison de plaisir. Et le jeu comme le vin font partie de ces plaisirs auxquels on aimait goûter, ou que l'on aimait dénoncer. Vous vous souvenez, je vous avais dit que je conservais Valentin de Boulogne pour le final. Eh bien le voici, même s'il aurait été plus logique que je le présente avec Nicolas Régnier. D'abord parce qu'il s'agit de la même thématique, une diseuse de bonne aventure. Ensuite car le tableau a été réalisé au même endroit, à Rome, et à la même époque, à 2 ou 3 ans près. Les deux artistes côtoyaient les mêmes cercles et ateliers de Rome. Ils ont en commun d'être restés en Italie jusqu'à la fin de leur jour. Lui fera une prestigieuse carrière à Rome. Décédé brutalement, et beaucoup trop jeune, à 41 ans. On sait peu de choses sur Valentin, on n'a même pas un autoportrait. Au Louvre, nous avons la diseuse de Bonaventure, et à Dresde, il y a les tricheurs. On a tous un tic verbal. Valentin, quant à lui, a une sorte de tic pictural qui permet de le reconnaître. Dans ses tableaux de joueurs, un coin de table est systématiquement orienté vers le spectateur. On l'a vu, ces thèmes sont à la mode, en même temps que le théâtre populaire, la commedia dell'arte et le roman picaresque. Même si on ignore la date de son arrivée à Rome, c'est soit peu après le départ de Caravage, soit juste après sa mort. Autrement dit, les toiles de Caravage sont encore toutes fraîches et son aura encore bien présente dans la ville. Valentin restera un fervent caravagesque toute sa vie. Son caravagisme se différencie néanmoins par plusieurs points. Voyons ça de plus près. Le nombre des personnages augmente. Ils sont plus graves, pensifs, voire mélancoliques. Cette diseuse de Bonaventure est tardive dans l'œuvre de Valentin. S'il reprend les thèmes caravagesques des bas-fonds, son style évolue. Le clair-obscur sera moins tranché, incisif, pour laisser place à davantage de variations subtiles dans les éclairages et les couleurs. Une attention particulière est également donnée aux détails. Contre toute attente, la bohémienne est celle qui a une posture noble, ce qui lui prodigue une incroyable beauté. Elle tient dans sa main la pièce qui rémunère sa prestation. En face d'elle, l'homme riche qui vient connaître son destin. Dans une posture plus négligée par rapport à son rang, il est tendu, attentif à ce qui va lui être dit. Une autre différence au thème de base. Valentin comme Régnier ajoute une intrigue supplémentaire, celle du voleur volé. Regardez cet homme à l'arrière de la bohémienne. Il est en train de lui voler sa bourse. Encore une nouveauté, Valentin ajoute des musiciens. Comme on l'a déjà évoqué, la musique profane était réprouvée par l'Église. À cette époque, tous les artistes travaillent avec le livre de Cesare Ripa, Iconologie. Dans cet ouvrage, on trouve des exemples de représentation des diverses allégories et sentiments humains. Regardez comment Ripa propose de représenter la méditation. Et justement, ce jeune homme qui se trouve entre celui qui veut savoir et celle qui prétend savoir, adopte la posture de la méditation. Et c'est peut-être là le propos. Valentin offre davantage au spectateur qu'une scène de genre distrayante ou moralisatrice. Il l'invite à méditer. D'un extraordinaire réalisme, d'une beauté stupéfiante, ce personnage est le vecteur du message du tableau. C'est lui qui m'émeut au-delà de tout. Un artiste très apprécié à Rome mais aussi à Versailles, Louis XIV a conservé les 4 évangélistes de Valentin dans sa chambre à coucher jusqu'à sa mort en 1715. D'ailleurs, notre diseuse de Bonaventure y était aussi. Voilà, nous avons vu les 18 tableaux exposés au Louvre qui montrent des cartes ou des diseuses de Bonaventure. Faisons une petite synthèse. Ce qu'ont ces tableaux en commun, c'est la représentation de leurs contemporains. Cela est vrai depuis Caravage, au tournant des XVI et XVIIe siècles, jusqu'à Louis-Léopold Boilly, au XIXe. Maintenant, ce qui les différencie. 2 d'entre eux laissent le spectateur d'aujourd'hui dans l'ambiguïté. Y a-t-il ou n'y a-t-il pas de message? 4 sont de pures scènes de genre qui relatent un divertissement.
10, c'est-à-dire plus de la moitié, sont à portée moralisatrice. Dans ces tableaux, le spectateur est souvent mis à contribution, soit parce que l'un des malfaiteurs le regarde, soit parce que le méfait lui est montré de manière évidente, faisant de lui une sorte de complice plutôt qu'un témoin. Dans Le tricheur à l'as de carreau, Georges de la Tour laisse même un espace libre au premier plan, comme s'il voulait que le spectateur prenne une chaise pour se joindre au jeu. Dans quel camp souhaitait-il que le spectateur se range? Enfin, deux d'entre eux nous proposent une réflexion. Voilà, nous sommes arrivés au bout de ce jeu de pistes qui, j'espère, vous aura passionné autant que moi. Je vous réserve déjà de nouvelles visites. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.